Bonjour à ceux qui nous rejoignent, et puis à distance, et puis ici. Donc, on va débuter la table ronde sur la e-santé au service de l'autonomie. Donc déjà, je voudrais remercier toutes les intervenantes et les intervenants qui sont à cette table ronde. À vous seuls, vous faites remonter le taux de participation des femmes. Et il était temps. Donc, merci beaucoup. Si, quand même. Et donc, voilà, on va avoir 1 heure. On va garder un petit peu de temps à la fin pour les questions. Et donc, en 1 heure, on a conçu un petit peu cette table ronde en mode popcorn, comme je disais, parce que c'est l'heure du goûter. Et puis parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger. Donc, on va partir sur certaines questions communes et chacun va donner de façon complémentaire sa vision sur cette question. Mais d'abord, je vais déjà vous laisser vous présenter. Et en même temps que vous vous présentez, j'aimerais bien que vous m'expliquiez l'autonomie pour vous. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est une bonne idée finalement de parler de la e-santé au service de l'autonomie? Ou est-ce que derrière le mot autonomie, il y a des réalités complètement différentes et finalement ça n'a pas grand sens? Est-ce que vous voulez commencer, Guillaume? Donc c'est moi, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Sudéry, je suis adjoint au directeur général de l'ARCEA sur l'offre. C'est une association pyrénéenne qui a beaucoup d'établissements. Sur la question de l'autonomie, nous on travaille sur le champ du handicap, la protection de l'enfance. Moi j'aime pas trop ce terme d'autonomie, même s'il est assez intuitif dans la compréhension. Mais en même temps, il y a un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. On peut mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Moi, j'aime bien travailler à partir de la notion de l'écologie du handicap ou de la dépendance. Je pense que ça peut être une extension, même si ce n'est pas ma spécialité. Et finalement, c'est qu'à un moment donné, l'environnement crée des empêchements aux personnes elles-mêmes. Et donc, quand on est en situation de handicap, on est en situation de ne pas d'être empêché de faire un certain nombre de choses parce que mon environnement ne le permet pas. En parlant de cette définition, j'imagine qu'on peut trouver plein de solutions. Sur le sensoriel, on en a déjà trouvé beaucoup. Sur le moteur, beaucoup. Les paralympiques, vous l'avez vu. Et à mon avis, sur les troubles mentaux, psychiques, TND, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mener. Et vous disiez qu'il y a un point commun entre tous ce secteur quand même très très différent, c'est que c'est pas aux personnes de s'adapter, mais c'est à l'État. Et en fait, le corps social nous demande... Enfin, on a une politique publique qui dit l'inclusion, l'inclusion, l'inclusion. Oui, très bien. Il faut que les gens s'adaptent et qu'ils viennent vers l'inclusion. Mais c'est surtout la société qui doit s'adapter pour pouvoir accueillir les personnes. Par exemple, aujourd'hui, si j'avais été en fauteuil roulant, je ne pouvais pas monter sur la scène. Voilà, juste un exemple comme ça. Merci. Docteur Hélène Villard, à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc moi je suis médecin hospitalier au CHU de Toulouse en gériatrie depuis une quinzaine d'années maintenant. Moi non plus, je ne suis pas fanatique du mot autonomie, comme le disait mon voisin de gauche, parce que c'est vrai qu'en français, le mot autonomie, ça recouvre plutôt le libre arbitre, la notion de décider pour soi, d'autonomie dans sa trajectoire de vie. Et dans le soin, que ce soit le handicap ou le soin gériatrique, c'est un terme qu'on dévoie quelque part de son vrai sens, qui est le sens de libre arbitre. Et on peut exercer son libre arbitre en étant en situation de handicap ou en situation de dépendance. Donc, le problème, c'est qu'il est passé dans le... Maintenant, on travaille sur ce mot, donc on peut plus... C'est comme le mot aidant, on travaille sur aidant, donc le mot est passé, c'est un buzzword un peu. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'en gériatrie, en fait, il y a la notion de dépendance qui est différente de la notion de handicap, mais elle est un peu artificiellement différente, c'est-à-dire que le handicap, comme disait M. Sudéry, en fait, on peut le contrer, essayer de s'adapter pour s'adapter à son environnement. La dépendance, c'est une forme quelque part de handicap qui survient avec l'âge et ça inclut la notion d'un tiers, c'est-à-dire on dépend d'une autre personne, mais on pourrait considérer aussi que la personne en situation de handicap, quand elle n'a pas tout ce qui peut l'aider, dépend aussi d'un tiers. Et en fait, j'avais creusé à un moment donné sur cette question et je me suis aperçue que c'était un petit peu artificiellement scindé par les politiques de la vieillesse en France, c'est-à-dire les financements, les financeurs. On fait cette barrière d'âge de 60-65 ans en disant avant on est handicapé et après on est dépendant. Et d'ailleurs mes patients me disent bon ça y est, je suis devenu dépendant, j'avais la MDPH depuis 2 mois, je suis dépendant. Donc c'est un peu, il fallait bien le faire de toute façon pour créer des secteurs et puis pour que l'argent public. Donc. Mais du coup ça complexifie toutes nos réflexions. Et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'être là aujourd'hui, pour voir un peu ce qui peut émerger, parce qu'il y a beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences. Merci. Oui, bonjour, Estelle Tolomet. Donc moi, je travaille au SICOVAL, directrice santé autonomie. Le SICOVAL est une communauté d'agglomération. Donc là, moi, je représente plutôt le secteur public. Une communauté d'agglomération qui apporte des services essentiels aux habitants, à la fois en termes très techniques, eau, assainissement, voirie, etc., mais aussi auprès des habitants
et notamment les services à la personne. Voilà, un service qui est apporté pour les habitants de 0 à 99 ans, voire plus. Et donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie maintien à domicile, avec de l'aide à domicile, des soins infirmiers, le portage de repas, de répit. Voilà. Donc tout ce qui contribue à une continuité de vie, choisie ou parfois contrainte, d'une vie à domicile. Et pour nous, dans notre domaine, en fait, on va plutôt parler d'autonomie. En réalité, on va plutôt parler de perte d'autonomie et qu'on mesure avec le groupe ISO Ressources, le GIR, qui va permettre d'identifier finalement, au regard de cette perte d'autonomie, ce dont a besoin la personne. Voilà. Et ça va notamment permettre de mettre en place un plan d'aide, un nombre d'heures, donc de manière assez concrète, d'aide. Et puis ensuite, en fonction de l'avancée de cette perte d'autonomie, eh bien, on va adjoindre des services où on va aussi augmenter l'aide. Et l'idée qui nous guide toujours, c'est de s'appuyer le plus possible sur les besoins et les désirs de la personne, voilà, autour. Et ça, c'est quelque chose qui est commun aussi avec le secteur du handicap. Quel est le projet de vie de la personne? Quel est son projet personnel? Faire en sorte que l'ensemble des services qu'on va mettre autour de la personne soit bien compatible avec ses souhaits. Voilà, d'aller continuer à faire son marché le mardi matin, de recevoir la petite nièce le jeudi entre 16 et 17 heures, etc., etc. Voilà. Merci. Donc vous voyez déjà qu'on a effectivement une notion de la santé qui va aussi avec cette notion de qualité de vie, et puis qu'on va aborder la e-santé dans un domaine très très large. Donc ça ira de la téléconsultation à la domotique, c'est vraiment une conception large. Je vous écoute, à vous. Alors, je suis Frédéric Malfinat, je suis directeur de la région Occitanie pour Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle d'assurance qui adresse le marché de la santé, de la prévoyance, épargne retraite, mais de plus en plus aussi le marché de la prévention et des soins. Pour répondre à votre question sur quelle est ma définition de l'autonomie, donc il y a eu les personnes âgées, il y a eu les handicaps qui ont été cités. Instinctivement me vient aussi un phénomène sociétal qui monte de plus en plus, c'est la montée en force des maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, qui dans bien des cas rendent inautonome une part notamment de collaborateurs. Quand je dis collaborateurs, c'est dans le monde de l'entreprise, mais ça va au-delà, de plus en plus jeunes et qui impactent de plus en plus notre société. Et donc c'est lié aussi beaucoup à la sédentarité. 65% des collaborateurs dans la région sont sédentaires, ne pratiquent pas d'activité physique, quoi que ce soit. Donc il y a, et je pense que le docteur pourra confirmer ces chiffres-là, ces maladies chroniques dues à l'inactivité et la sédentarité montent très fortement, donc c'est un sujet qu'on adresse très fortement. Le deuxième pilier, c'est l'accès aux soins. Donc on pourra en parler par la suite, mais notamment sur les personnes âgées, nous avons en propre des établissements de santé et notamment des EHPAD dans la région Occitanie. Et le dernier volet, nous avons une filiale qui s'appelle Arcade Promotion Immobilier, qui est un groupe mutualiste également, qui construit des logements à vocation sociale et surtout avec une destination de loger de l'intergénération. Donc des jeunes, des personnes, des seniors. Et lorsque ce sont des seniors, les appartements sont parfois médicalisés ou en tout cas adaptés au mode de vie d'un senior pour qu'il reste le plus longtemps possible dans un logement. Vous parliez de domotique, toute la domotique est embarquée dans cette réflexion-là. Voilà. Merci. Tamara? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tamara Cuvier. Je travaille au GRAD e-santé Occitanie, donc le groupement régional d'appui au développement de la e-santé, dont on a parlé un tout petit peu avec Isabelle tout à l'heure. Donc, nous, notre mission, c'est d'offrir des services numériques et d'accompagner, en fait, tout un écosystème. Donc là, derrière Autonomie, on va mettre un large écosystème, à la fois, effectivement, le secteur grand âge, et puis aussi le secteur handicap, et d'accompagner cette transformation, parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre à disposition des outils, il s'agit aussi en fait d'accompagner leur appropriation. Voilà, donc on va s'adresser à tout un tas d'acteurs, alors aussi bien des professionnels de santé, en structure, en ville, mais également, on adresse également pour certains outils des usagers. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ces regards croisés pour essayer de mieux faire et de bien garder en tête leurs problématiques. Ça aussi, je l'ai hérité de l'atelier précédent pour essayer de sans cesse essayer d'y coller et d'apporter des vraies réponses et de la facilitation au quotidien. Vous êtes absolument parfait au niveau timing, rien à dire. Donc je vous propose de passer directement à une question qui nous a semblé importante, qui était en quoi la e-santé est déjà au service ou pas de l'autonomie décisionnelle.
en quoi la e-santé peut permettre à une personne en situation de perte d'autonomie d'en regagner ou d'en conserver. Et je crois qu'il y avait un premier point déjà qui était mentionné sur l'importance, ces outils-là donnent déjà de la visibilité. Oui, tout à fait. Donc, sur l'offre tout particulièrement de laquelle je m'occupe, qui est l'offre orientation, en fait, l'idée, c'est de pouvoir déjà mettre à disposition des professionnels et des usagers, quand on dit usagers, bien sûr, et de leurs aidants. Je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, toute personne susceptible de les accompagner. Tout simplement, une lisibilité sur l'offre de santé et de soins. Donc, des outils qui permettent de rechercher, en fait, par exemple, une structure d'accueil, hébergement pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap, et dans laquelle on puisse rechercher à travers ses propres critères, à travers ses propres priorités, et aussi sur des critères, bien sûr, plus médicaux, la plus adaptée ou la plus proche de son lieu de vie. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est le premier pan, c'est la visibilité, c'est la connaissance. Et puis le second, c'est plutôt un second outil qui, lui, est plus là pour faciliter en fait, la démarche d'admission, qui en fait peut quand même s'apparenter à un parcours du combattant dans certains secteurs. Et là, l'idée, c'est vraiment d'amener un peu de transparence et de pouvoir à la fois, de manière plus ou moins facile selon les secteurs, mais effectivement faire ces démarches d'admission en ligne, de sorte de pouvoir être accompagné pour les faire, même par des proches qui seraient distants. Mais aussi, après, d'apporter de la transparence sur l'état d'avancement de ces démarches. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident, il faut aller toquer à plusieurs portes. Ces portes, c'est souvent aussi des secteurs qu'on connaît mal en tant qu'usager, en tant que citoyen. Donc voilà, donc c'est vrai que ces outils-là, on les aborde de telle sorte qu'ils puissent venir apporter de la transparence et une meilleure compréhension de l'existant et des opportunités qui s'offrent à nous. Merci. Il y avait aussi donc cette question du rôle des aidants, mais aussi de façon très pratique, de donner à des personnes la possibilité de s'exprimer, et là de façon assez physique. Guillaume ? Oui, alors dans le champ des empêchements des personnes, c'est parfois des fois communiquer tout simplement. Et alors je suis loin d'être un spécialiste de ça, mais les communications augmentées permettent, avec beaucoup d'ingénierie autour, de pouvoir avoir des capacités pour des personnes qui sont très peu mobiles ou très peu en capacité de s'exprimer comme vous et moi, de pouvoir communiquer avec son environnement. Et ça, c'est très important parce que la première notion dans la relation à l'autre, c'est quand même la communication. Et donc, de fait de pouvoir exprimer son besoin, voire son souhait, c'est encore mieux, ses souhaits que les besoins d'ailleurs, ça permet quand même de pouvoir être maître de ce que je souhaite faire, donc quel accompagnement j'ai besoin, et à cet endroit-là. Et c'est vrai que là, on a un champ qui est déjà entamé, mais on a beaucoup de choses encore à faire parce que les formes de handicap ou les formes de dépendance peuvent être multiples et variées. Et donc, de ce fait, avec les expériences que l'on a sur un certain nombre de choses, on pourrait développer, innover de nouveaux outils qui permettent de l'intégrer dans le quotidien. Grosso modo, une personne non-verbale dans un établissement aujourd'hui, si on arrive à faire tout ce qu'il faut et on arrive à communiquer dans l'établissement, il arrivera à communiquer dans sa famille. Mais est-ce qu'il arrivera à communiquer avec le boulanger ? Ça, pour l'instant, on est encore un peu loin du compte. Donc, il y a encore du travail à faire dans ce domaine-là. Donc, avis à tous ceux qui ont envie d'innover dans la e-santé. On a vu à la table ronde précédente que ça pouvait être compliqué, mais en même temps, voilà, les besoins, ils sont là. Là, c'est un exemple d'un champ où il y a encore des besoins non adressés assez importants. Et en même temps, il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et donc, vous vouliez avoir un petit point de vigilance sur le fait que l'accompagnement ne peut pas être uniquement numérique et qu'il y a aussi besoin d'accompagnement humain. Et pour vous, c'est une crainte. Oui, alors, et en même temps, le numérique est extrêmement important. Il est très présent dans nos métiers. Je pense qu'il va le devenir de plus en plus. Il y a deux questions. Il y a la question de l'accès effectivement à l'information, comme le disait Tamara, la question aussi, la nécessité de se faire comprendre quand parfois on n'a pas toujours les outils pour parler, pour s'exprimer. Donc c'est vrai que c'est des enjeux forts. Ce qu'on essaye au SICOVAL, c'est aussi d'aller vers et de faire notamment, il y a des conseillers numériques qui essayent de rapprocher les personnes qui sont éloignées du numérique, et notamment ça peut être des majeurs vulnérables, pour les amener à aller vers toutes les démarches administratives
qui sont effectivement très complexes, et notamment, par exemple, de manière très concrète, aller s'inscrire et créer son dossier personnel sur masanté.fr. Voilà. Donc effectivement, l'enjeu du numérique en santé est très important et nécessite vraiment d'accompagner des personnes pour rester acteurs de leur parcours de vie. Et quand on avait effectivement préparé ce temps-là, voilà, je vous avais partagé un petit peu mes craintes. C'est vrai que parfois, nous, le côté numérique, alors peut-être sur le côté, nous, intervenants en médico-social ou sanitaire, parfois, c'est un petit peu un monde de paillettes, hein, pour nous, puisqu'on est très très ancré parfois dans des, comment dire, c'est pas parfois, au quotidien, dans des enjeux vraiment plus, est-ce que la personne va bien, voilà, vient toute l'aide à domicile, on est confronté à des problématiques d'absentéisme, de plein de choses. Donc, en tout cas, voilà, ce que je dis toujours, c'est important qu'on se batte pour conserver cette aide humaine qui est absolument essentiel. Effectivement, le numérique peut parfois venir un petit peu en second ordre, parce que l'important, c'est avant tout de répondre aux besoins primaires. Là, on est au premier socle de la pyramide de Maslow, hein, que la personne, elle est bien quelqu'un à domicile, qui soit présente pour le lever, pour tout ce qui est toilette, l'échange, pour l'aider à manger à midi, aussi pour avoir du lien social et lui permet de sortir de son domicile. Et voilà, c'est avant tout ça, peut-être l'essentiel. Je voulais rebondir parce que je suis tout à fait d'accord avec vous et je voulais signaler qu'il y a un comité, enfin vous le savez sûrement, un comité national de pilote d'éthique du numérique. Et j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps d'entendre M. Kirchner qui s'en occupe et qui a publié un manifeste pour l'éthique du numérique avec justement des idées clés comme ça très fortes. Et d'ailleurs c'est une mine d'idées pour développer pas mal de choses donc dans tous les segments, mais il y a la santé qui fait l'objet d'un chapitre à part. Et justement, avec ces enjeux, en fait, en substance, ils expliquent que le numérique peut changer notre idée de l'autonomie. En fait, le numérique va modifier la façon dont les générations, selon leur capacité à rentrer dans ces outils, ça entrave pour certains carrément leur autonomie décisionnelle qu'ils avaient avant dans un monde non numérique. Donc, c'est vrai. Et de la même manière, il y a une éthique aussi de la formation des professionnels de santé, c'est-à-dire que dans les prochaines années, on ne pourra pas faire l'économie de se former à l'IA générative, de se former à tout ça. Ça ne sera pas éthique d'être un professionnel de santé non formé à tout ça. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse à tout ça dans la e-santé, l'aspect éthique que vous soulevez finalement, madame, en disant voilà l'humain au premier plan et tout ça, on ne peut pas en faire l'économie. C'est même pas qu'on ne peut pas en faire l'économie, c'est que c'est lui qui doit dominer la réflexion. Donc c'est vrai que... Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, alors, moi je suis désolé, je ne partage pas complètement cet avis. Je pense que si on considère que le numérique est la solution, je suis d'accord avec vous. En fait, le numérique, ce n'est pas une solution, c'est un outil pour créer des solutions. Et nous, dans notre association, alors c'est une vieille association qui a 80 ans, mais qui a une forme de modernité par rapport à ça, on est très engagé sur ce sujet-là, sur la question du numérique, parce qu'on croit beaucoup que la compensation du handicap ou de la dépendance passera par une expression des savoirs, des problématiques et des savoirs des personnes elles-mêmes qui sont concernées. Pas moi, pas Jérôme Falerne, pas les professionnels, quoique un peu les professionnels quand même, mais les personnes elles-mêmes qui pourront à partir de là établir leur cahier des charges, voire même avoir déjà des solutions et que collectivement, on arrive à répondre grâce à cet outil du numérique à leurs problématiques. La question de l'électronisme est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ce n'est pas un sujet qui est propre au numérique. C'est propre à la capacité que notre société a à accompagner, éduquer et former les personnes dans cet accès. Et donc, j'ai peur que, du fait de cette question de l'électronisme, que je trouve tout à fait légitime en termes de réflexion, et éthique bien évidemment, on balaye des solutions parce que tout d'un coup, nous-mêmes, sociétalement, on n'est pas au rendez-vous de cette avancée numérique. Voilà. Je suis d'accord avec vous que nos secteurs ne sont pas forcément les plus en appétence avec ce développement. Et moi, je crois qu'on doit pousser pour qu'on aille vers là. Oui, parce que c'est vers là qu'on trouvera de solutions nouvelles. Et c'est vrai que c'est un peu la révolution dans nos... Quand je dis ça, moi, après, des équipes sur le terrain, ils me regardent un peu de travers. Mais c'est véritablement cet objet-là qu'à mon avis, on a, nous, en responsabilité, de pouvoir pousser progressivement, pédagogiquement, d'accord, avec le temps qu'il faut, très bien. Mais c'est vers là où il faut aller.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je me suis mal fait comprendre parce que c'est vrai que quand on est médecin et qu'on nous parle de e-santé, on a toujours l'impression que c'est le diagnostic qui va être fait à notre place et que le médecin va être remplacé. Alors que moi, je vois tellement d'usages dans ma pratique de médecin de l'IA pour l'accès aux soins, l'organisation des systèmes et tout ça, autre que ma réflexion médicale, même si on peut m'aider. Voilà, donc c'est vrai que... Il y a une dimension de temps, parce qu'on voit les médecins ont énormément voilà. évolué. Il y a des choses qu'on doit faire. Voilà, leur position change beaucoup. Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on parlait de l'humain et de la e-santé, et je pense que l'humain est au cœur du sujet. Nous, on travaille beaucoup sur les sujets d'éthique sur la e-santé, parce qu'on s'adosse beaucoup à des startups. Nous, on ne développe rien, nous, en interne. On s'adosse à des entreprises qui ont cette compétence, ce savoir-faire. Mais on a un cahier de charge très strict sur l'éthique. Et il y a quand même un sujet qui est clé dans le moment, c'est la protection des données liées à la santé. Nous, Harmonie, on est tous les jours attaqués par des cyberattaques. Donc nos investissements financiers pour se protéger des cyberattaques, on les a doublés cette année. Donc c'est des sommes à coût de millions d'euros en fait. Et la protection des données sensibles telles que la santé, c'est un véritable sujet. Et qui dit données sensibles dit éthique. Et qui données sensibles dit aussi la crainte de la population, des bénéficiaires, des patients de se déployer, de se donner corps et âme à des outils numériques. Et je peux en prendre pour preuve. Hier, je suis allé voir mon médecin et je lui ai donné ma carte vitale et je lui ai demandé s'il était connecté à mon espace santé, développé par le ministère de la Santé, la CPM, etc. Et il m'a fait tout un laïus, comme quoi c'était... D'un point de vue sécurité, il n'était pas sûr, pas certain que c'était bien verrouillé, etc., etc. Je l'ai testé à 2 reprises. Un médecin, mon dermato, qui a 60 ans, donc un peu plus âgé, je me disais, bon, plus âgé, et un plus jeune, et les deux m'ont fait globalement ce constat-là. Et je vois qu'il y a une grosse pédagogie encore à apporter, et c'est normal, parce qu'on sait que lorsqu'on se connecte sur une appli, on donne des données, eh bien, on ne sait pas trop où ça va aller, même si, a priori, c'est sécurisé. Et en même temps, c'est ce médecin qui va mettre les photos de ses gamins sur Facebook, quoi. Mais c'est possible, ouais, mais c'est ça le grand paradoxe. Mais l'être humain est fait de plein de paradoxes là, et c'est pour ça que l'être humain est au centre de la e-santé. Donc la technologie ne marchera pas sans l'être humain, ça c'est sûr. Je vais les défendre parce que je ne les connais pas. Mais... Déjà, vous avez la chance d'avoir un dermatologue, je plaisante. En fait, c'est le patient, je crois, qui peut donner l'accès ou non, qui peut dire, dans l'espace santé, on peut dire si oui ou non on veut l'accès à d'autres que son médecin. Donc, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas, les médecins ne savent pas que le patient peut. Alors, je vous propose de sortir de mon espace santé, parce que sinon, on est là jusqu'à minuit. Et oui, par contre, juste pour compléter ça, ça veut aussi dire quand même qu'on a une mission, effectivement, de pédagogie et aussi de rassurer, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas bien compte, mais ces professionnels, ils sont sollicités toute la journée pour divers services qui sont parfois étatiques, surnationaux et dont le bien fondé n'est plus approuvé, mais c'est noyé en fait dans une sursollicitation. Et c'est vrai que c'est label un peu de confiance comme le store, mais ils sont importants pour pouvoir les guider. Parce que quelque part, en fait, ils vont pas le prendre ce temps d'être sûr. Ils préfèrent pas faire que faire une bêtise, en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu notre mission. Moi, je dis qu'on a encore du pain sur la planche avec l'ANS. On a quand même une mission, en fait, d'apporter cette information jusqu'aux professionnels de terrain. Merci. On va venir là sur un des pans. Au fur et à mesure, on va avancer. Et là, on va partir de la prévention de la perte d'autonomie. Donc on va vraiment être situé au niveau de la prévention avec une des valeurs ajoutées de la e-santé. Et on a vu la visibilité tout à l'heure. Et là, maintenant, on va venir quand même sur le fait que ça aide à apporter des réponses ciblées et coordonnées. Et là, il y a un projet assez fantastique et qui marche très bien, porté par le CHU de Toulouse, ICOP. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement ? D'accord, merci. Je ne suis pas forcément en charge de ce projet, mais bien sûr, je le connais, travaillant en gérontopole. Donc, l'idée générale, c'est que la trajectoire de vieillissement de toutes les personnes est complètement différente selon les conduites de santé dans la vie, bien sûr, mais pas seulement les conduites que l'on a quand on est âgé, les conduites que l'on a tout au long de sa vie. Ça modifie la trajectoire de vieillissement. Il y a la part génétique, mais il y a la part environnementale. Et donc, l'idée générale, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de prévention mise en place avec l'avance en âge pour rester dans une trajectoire de vieillissement en bonne santé. Donc l'OMS a créé un programme qui s'appelle ICOP et on l'a décliné, nous, ici en Occitanie, grâce au soutien de l'ARS, des équipes du professeur Bruno Velas. On l'a décliné sous la forme d'une application, et c'est un peu notre principale avancée en numérique, nous, santé, une application qui s'appelle ICOP Monitor, donc que les gens peuvent télécharger sur leur smartphone
et sur lesquels il y a 6 domaines qui sont identifiés, donc la cognition, la nutrition, le statut fonctionnel, le statut sensoriel, l'humeur. Il m'en manque un, mais enfin, vous les avez sur l'application. Et en fait, les gens peuvent s'auto-évaluer, je crois que c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et selon les réponses qui sont apportées, il y a des alertes, et derrière, il y a une équipe de télésuivi de professionnels formés, puisque dans ce projet, il y a aussi une plateforme de formation pour les professionnels, et cette alerte peut déclencher un niveau 1 d'action qui peut être une consultation chez un spécialiste, qui peut être un soutien kinésithérapie et tout ça. Donc en fait, ça a quand même bien marché parce que les générations, vous savez que la génération du baby-boom là, qui arrive l'année prochaine à 80 ans est une génération qui est arrivée tant mieux intacte à ces âges-là. Donc c'est plus une pyramide des âges, hein. On a une base plus étroite et donc les gens sont en nombre et ont téléchargé en nombre ça dans l'idée de d'avoir une trajectoire de vieillissement la plus normale possible et pour faire tout ce que pour leur autonomie, mais pas que pour leur vie courante, parce qu'il y a des gens qui sont dans un rôle d'aidant, par exemple, et pour eux, c'est continuer à assumer leur rôle d'aidant. Donc, ça... Et là, il y a un déploiement maintenant, un déploiement plus national, c'est-à-dire on a commencé par l'Occitanie, puis il y a un déploiement national avec le soutien donc, des pouvoirs publics. On se le redit, on a commencé par l'Occitanie. C'est vrai que ça a été une innovation de nos équipes, bien sûr, oui. L'innovation avec le soutien de l'ARS Occitanie. Donc là, voilà. Et là, l'étape d'après, je viens de l'apprendre d'ailleurs aujourd'hui, c'est vraiment un essai randomisé, contrôlé, de grande envergure pour voir l'efficacité sur la qualité de vie, sur pas mal de paramètres, quelque chose de scientifique, des données, voilà. Parce qu'on constitue une base de données anonyme, mais une base de données quand même de toutes ces notions. Donc c'est vrai que nous, on est sur le modèle du vieillissement de prévention, même si on continue bien sûr, gériatre, à s'occuper de tous les patients dépendants, polypathologiques et tout ça. Mais la discipline, elle s'est bien tournée vers la prévention quand même. Un peu comme on fait les diabétologues, on s'occupait au début des patients sous insuline, amputés, tout ça, et puis petit à petit se sont tournés vers la prévention du diabète, le surpoids, l'effort, l'exercice. On est en train de faire pareil, nous, et tant mieux. Donc c'est notre principale avancée. Alors je ne sais pas qui, enfin l'application en termes techniques, je ne peux pas vous dire vraiment qui l'a développé tout ça, mais bon, notre équipe peut vous répondre sur l'aspect technique. En tous les cas, les gens sont contents, c'est simple. Et l'agence nous suit pour les professionnels formés sont payés quand même à l'acte une fois qu'il y a un télésuivi, qu'il y a tout un travail qui est fait, ils sont rémunérés. Et c'est un exemple, il n'y en a pas encore tant que ça, d'un outil, d'une application vraiment grand public qui soit aussi utilisée par une masse de professionnels qui est quand même importante. Donc comme quoi on peut y arriver. C'est quand même un bel exemple. Sur la prévention de la perte d'autonomie, moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant en préparant cette table ronde, c'est qu'en fait il y a des cas d'usage très très différents. Et donc, ça montre aussi vraiment toute cette diversité de la e-santé. Guillaume, vous travaillez aussi sur la prévention de la perte d'autonomie, mais d'une façon très, très différente et pour un public aussi très différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, oui, on travaille sur la prévention, bien sûr. On travaille sur le repérage précoce chez les très jeunes enfants et de voir comment les choses évoluent. Je voudrais juste dire un truc, c'est qu'on est en train de louper un machin. C'est-à-dire que le Covid est passé par là. On a sauvé des vies grâce à la prévention, pas grâce aux soins, et pourtant on est toujours dans une politique publique de santé qui est exclusivement centrée sur le soin, et pas justement sur l'anticipation des problèmes. Le travail de repérage précoce et d'intervention auprès des publics, c'est aussi identifier les besoins, et plus on intervient tôt dans le parcours des enfants, et plus on a de chances de ne pas se retrouver justement dans des situations de handicap ou de dépendance. On a des vrais sujets chez les tout petits enfants, sur le Sicoval par exemple, quand on travaille avec la guidance infantile en pédopsychiatrie, la question des écrans, c'est un truc terrible. C'est pas l'écran qui pose problème, c'est pas l'outil numérique qui pose problème, c'est l'usage qui en est fait et qui est considéré par les parents tout à fait normé, alors qu'on va passer certains enfants, certains bébés vont passer des journées entières devant un écran. Là encore, c'est l'outil qui pose pas de problème, c'est son usage. Et donc là, on a tout un travail de pédagogie, tout travail. Mais ces outils-là, numériques, peuvent être utilisés après, dans d'autres moments de la vie, comme des outils, comme l'exemple d'ICOP est génial. C'est vraiment le truc le plus abouti que l'on ait en politique publique sur ces sujets-là. Et là, il faut que vraiment on soit aussi aidé par les politiques publiques pour être en prévention, pour se mettre dans des politiques de prévention, et par des acteurs du numérique qui viennent nous donner des idées par rapport à des besoins que l'on a. Et là, si on reste sur cet exemple, 3 minutes, du dépistage, Tamara, est-ce qu'il n'y a pas justement un outil régional adapté pour ça ? Oui, ça tombe bien. Oui, effectivement, justement, en vous écoutant, je me disais, nous, où est-ce qu'on intervient ?
Et on intervient plus après dans la facilitation de contact et de coordination entre ces professionnels. Parce que c'est vrai que si vous parlez des troubles du neurodéveloppement, c'est quand même comment dire, un parcours assez complexe avec beaucoup d'intervenants, avec une inertie aussi, parce que il faut parfois en fait attendre diverses étapes de la vie de l'enfant en fait aussi pour poser des diagnostics ou observer certains comportements. Et c'est vrai que là aussi nos outils, on espère, en tout cas on tente de les adapter à ces attentes-là. Donc on a des outils d'orientation pour faire connaître des dispositifs comme par exemple les plateformes de coordination d'orientation. Et après on a des outils de coordination pour faire en sorte que tout au long de leur vie, ces problématiques puissent être partagées correctement et par plusieurs types de professionnels, parce que là, il y a des professionnels en structure, il y a des professionnels en ESMS, il y a des professionnels libéraux, c'est tout un écosystème qui n'a pas tant que ça l'habitude d'échanger. Ils travaillent beaucoup ensemble d'un point de vue, on va dire, médical ou social, mais moins dans le partage de données, en fait. Donc, on essaye de faciliter ça. Et vous, donc, Frédéric, vous essayez aussi de faire en sorte, parce qu'on a eu une question, c'était est-ce que finalement, sur le médico-social, est-ce qu'il y a quand même assez peu de start-up, en tout cas beaucoup moins que sur d'autres domaines, et est-ce que c'est juste parce qu'elles ont un peu de boue dans les yeux, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement, il n'y a rien à faire, ou est-ce que c'est parce que, enfin voilà, pourquoi en fait, pourquoi il y a une telle différence? Et donc, en fait, il y a effectivement des besoins, on le voit, mais il n'y a encore pas beaucoup de candidats. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question, mais le monde économique d'Occitanie sur le médical et sur la e-santé est plutôt à la pointe. Donc il y a quand même pas mal de startups qui innovent. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des startups qui ont des projets matures, consolidés, sûrs, etc. Donc nous, on travaille en partenariat assez étroit avec pas mal de startups. Et on les finance par des fonds d'investissement, en fait. Donc on a 8 fonds d'investissement et on investit à peu près 20-30 millions d'euros dans ces fonds d'investissement. Et on sélectionne des startups. Donc il y a des startups de la région qui font partie de nos fonds d'investissement. Donc on les aide à se développer. Par contre, on a un cahier éthique, et on revient sur la question d'éthique, une charte très précise sur les caractéristiques que l'on veut embarquer dans nos financements, en fait. Je vous prends deux exemples que je trouve relativement intéressants. On aide une entreprise qui s'appelle Cview. Cview, c'est une entreprise qui permet de faire face au manque d'ophtalmologues, à la difficulté d'avoir des rendez-vous. Donc c'est une start-up qui a développé une IA qui permet de faire un diagnostic et une prescription pour la correction optique et de délivrer une prescription médicale en 5-10 minutes, en fait. Et cette technologie, on la déploie dans nos magasins d'optique dans la région. Le deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est une start-up qui s'appelle Visible Patient. C'est une start-up qui n'est pas régionale, mais qui est dans le sud de la France, qui, elle, développe des technologies qui permettent de traiter les images issues de scanners, de les transformer en 3D et d'amener la pédagogie au patient pour lui montrer exactement la pathologie qu'il a. Et ça va aider également le médecin à mieux percevoir l'acte médical, l'acte technique en version 3D. Donc dans les cliniques ou les hôpitaux où cette technologie est déployée, nous, pour notre partie assurantielle, c'est entièrement pris en charge. Donc, et globalement, pour répondre plus globalement à votre question, la prévention, c'est clair qu'on mise tout dessus. Comme le disait Guillaume, on est dans une société de soins curatifs. Je crois que la France est le pays au monde où on investit, on est dans le top 3 des investissements en santé, mais on n'est pas dans le top 10 des pays où l'espérance de vie en bonne santé, le Danemark a 10 ans d'avance sur nous, par exemple. Donc on mise beaucoup sur la prévention pour infléchir tous ces grands mouvements. Et la e-santé, on est convaincu que ça doit nous aider. Voilà. Merci. Donc, à vous de jouer. Guillaume. Oui, sur la question du médico-social. Pourquoi le médico-social et l'e-santé ne se rencontrent pas? Parce que le médico-social n'ouvre pas trop ses portes. Et donc nous, on essaye de travailler sur ce sujet-là avec des partenaires qui sont ici dans la salle. On est en train de répondre à l'appel à projet sur les tiers-lieux numériques, avec des startups, avec du soutien, avec de l'accompagnement. On espère être retenu. Mais parce que le principe de base, c'est qu'à un moment donné, on doit ouvrir nos environnements à des gens de l'extérieur pour pouvoir venir penser des choses que nous-mêmes, on ne pensera pas. Et ça, c'est peut-être pas trop dans la culture du médico-social. Il faut rappeler juste que le secteur médico-social a été construit sur un principe qu'il fallait protéger ces pauvres gens qui étaient très handicapés. Nous, on dit non, on doit les émanciper. On doit soutenir leur émancipation. Ils ont des capacités, peut-être pas comme toi et moi, mais pour autant, avec un peu de compensation, ils seront comme toi et moi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ouvrir les portes. Venons justement à la personne qui a perdu de l'autonomie.
Là, on n'est plus dans la prévention, hein, on est avec des personnes qui ont perdu l'autonomie. Et donc là, il y a un autre projet qu'on va voir aussi, donc porté par vous directement. Oui, alors là, c'est le Covid, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui nous a fait passer un petit peu un cap et qui nous a débloqué par force l'accès à tous ces outils numériques. Donc on a créé pour les résidents d'EHPAD de notre département, mais aussi plus largement à l'échelle régionale là aussi, donc les 60 000 résidents des 800 EHPAD d'Occitanie, un dispositif qui est en fait une hotline gériatrique, c'est-à-dire un accès direct à nos avis médicaux, doublé d'une démarche qualité un peu de modification des pratiques des établissements. Donc il y a des établissements, les 2 CHU, donc Toulouse et Montpellier, plus des hôpitaux généraux, un par département, qui ont porté ces hotlines. Ça s'est déployé, je l'ai mis en bas dans tout le reste aussi. On n'a pas là été les seuls à avoir l'idée, hein. Tout le monde a eu l'idée en même temps, bien sûr, parce qu'il y avait une telle menace sur nos résidents d'EHPAD, hein. Je rappelle qu'il y a 1% des Français en EHPAD et que ça a été la moitié des morts du Covid. Donc c'est vrai qu'on a senti tout de suite que c'était les gens vulnérables et qui allaient avoir les formes graves, Donc on a mis en place ces hotlines et c'est resté. En fait, c'est resté grâce au soutien de l'agence, là aussi il faut le souligner, de l'ARS Occitanie, qui a soutenu financièrement ces projets qui se sont déployés dans chaque département. Mais un gériatre a gardé la ligne et a constitué une équipe d'infirmières, diététiques, kinés, pour répondre à ces demandes. Donc là, on a récemment publié les chiffres. Le volume, il n'est pas amené à augmenter indéfiniment, hein. Je veux dire, le but, c'est pas... Voilà. On a eu 7000 demandes sur un an. Et dans ces 7000 demandes, j'ai mis les motifs. Donc, c'est souvent des troubles du comportement, des chutes, des pertes d'autonomie. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est en EHPAD et qu'on est dépendant que ça ne peut pas continuer à s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent en EHPAD en marchant et puis qui, au bout de quelques semaines, sont en fauteuil roulant, sont confinés au lit-fauteuil. Donc, la perte d'autonomie en EHPAD, c'est aussi une réalité. Et nous, on a de la prévention secondaire, de la prévention tertiaire à faire pour éviter ce qui, pour nous, altère le plus la qualité de vie. C'est ce qu'on appelait avant l'état grabataire, c'est-à-dire le confinement au lit et au fauteuil. Nous, notre but, c'est que les personnes ne vivent pas cette période douloureuse du confinement au lit et au fauteuil et d'essayer de l'éviter, de garder la marche et de garder... Donc ça a bien marché. C'est cet aspect webinaire en fait qui s'est fait du temps du Covid. Et donc tous les mois, on regroupe, les 800 EHPAD sont invités, mais en moyenne, on n'en a que 250. On a 250 EHPAD quand même tous les mois avec leurs équipes. Donc ça fait, ils sont 2 ou 3 derrière chaque EHPAD, qui suivent donc par thème. Au départ, on a traité beaucoup de thèmes. Finalement, on a choisi de faire une année, un thème. Donc on vient de faire la nutrition l'année dernière, les chutes cette année, les troubles du comportement l'année prochaine, des thèmes d'EHPAD, hein, des thèmes qui concernent les résidents. Donc c'est pas mal, ça crée une communauté d'apprenants. Alors la plupart, on ne se verra pas, hein, puisqu'ils sont en Lozère, ou c'est une communauté de gens qui ne sont pas amenés à pouvoir se rencontrer. Mais c'est quand même c'est motivant. On a gardé cette pratique du coup. Voilà, donc merci de m'avoir permis de le présenter, parce qu'on s'intéresse souvent un peu aux résidents d'EHPAD, mais c'est une réalité. Nous, en termes de charge en soins, c'est des patients très polypathologiques, très polymédiqués, qui viennent aux urgences, qui viennent dans nos unités, qui nous occupent beaucoup. Évidemment. Et la e-santé, ce n'est pas forcément des applications très complexes. Voilà. C'est aussi quand même la capacité à se mettre en réseau. Si on sort de l'hébergement collectif pour aller en appartement, et notamment en appartement pour des personnes qui sont en situation de handicap, là aussi, il y a beaucoup qui peut être fait pour accompagner cette perte de handicap. Oui, alors en fait, ce qu'on observe, c'est que souvent, faute de solutions adaptées aux personnes, les personnes restent dans les établissements médico-sociaux. Alors que peut-être qu'avec 2-3 machins qu'on aurait construits avec des experts du numérique, on pourrait trouver des solutions qui permettraient que les personnes restent ou prennent des appartements autonomes. En tout cas, qu'ils en aient le choix. Moi, s'il veut rester dans un hébergement collectif, pourquoi pas? Mais si ça lui permet à cette personne-là d'avoir un choix pour pouvoir vivre en appartement, je pense que c'est ça. Il faut essayer d'éviter les pertes de chance. Je donne juste un exemple. Sur les troubles neurodéveloppementaux, sur le handicap psychique issu de la maladie ou mentaux parce que de naissance, parfois on a des crises d'angoisse, des montées de stress par rapport à l'environnement. Il y a des petits dispositifs qui existent déjà sur la luminothérapie, sur l'apaisement par le son, sur des boutons d'appel rapides. Ça, aujourd'hui, ça se bricole, mais au niveau d'un modèle économique et industriel, on n'y est pas, en fait. Alors que moi, je pense qu'il y aura plein de personnes qui pourraient aller en tout cas dans les établissements que moi j'observe au sein de l'ARCEA, des personnes qui seraient tout à fait en capacité de pouvoir vivre seuls ou à domicile, si c'était leur choix, peut-être un peu éloignés de leurs parents, parce qu'ils sont peut-être un peu, et qui pourraient, avec quelques outils tout simple, vous avez raison, des outils parfois très simples du numérique, s'émanciper, vivre seul, vivre avec les gens qu'ils choisissent
et pas les gens qui subissent. Dans un établissement médico-social, vous ne choisissez pas votre voisin. Bon, en ville, à Toulouse non plus, vu les prix des loyers, mais globalement, vous avez un peu cette question-là de soutien de l'émancipation et de la citoyenneté qui pourrait être soutenue par cela. Oui, ça me fait penser aussi que l'EHPAD est également un modèle qui est revu en ce moment et qu'il y a d'autres types d'habitats, l'habitat partagé, les habitats des seniors et tout ça, et que dans tous ces types d'habitats nouveaux, parce que cette génération des boomers n'a pas forcément trop envie d'aller vivre en EHPAD. Comme, voilà, c'est une génération où les libertés individuelles font partie de leur ADN et tout ça. Donc ce modèle, il est remis un peu en cause par... Et donc, en fait, il y a la possibilité d'avoir d'autres types d'habitats et tout ça. Et dans ces autres types d'habitats partagés, ces résidences plus petites, ou alors il y aura toute une place, bien sûr, pas mal d'outils qui pourraient aider à la communication avec les proches, la gestion des affaires financières. Oui, on voit se développer aussi des dispositifs de coordination de maintien à domicile, comme les centres de ressources territoriaux, là, très récemment, et qui justement vont permettre aussi le plus possible de répondre à ces besoins de rester chez soi, avec les l'EHPAD à domicile, finalement, les soins qui viennent au plus proche de l'usager. Hein. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup pensé la domotique et les outils pour le sensoriel, le handicap moteur. Je pense qu'il y a énormément à faire sur la question des troubles neurodéveloppementaux dans toutes ces formes et sur la dépendance. Et je pense que là, vraiment, on a un champ d'investigation qui est très, très puissant, dans le sens, mais si et seulement si, on ouvre nos portes et qu'il y a des gens qui veulent bien jouer avec nous, quoi. Oui, justement, sur la question du jouer ensemble, Tamara a parlé des centres de ressources territoriaux. Donc, ce sont on le sait, le gouvernement a clairement dit qu'on allait vers le virage domiciliaire. Donc, l'idée, c'est de créer moins d'EHPAD et au contraire d'avancer vers le renforcement de l'accompagnement à domicile et d'amener finalement le plateau technique qui existe aujourd'hui à l'EHPAD et de l'amener au domicile. Donc, c'est un enjeu très fort. Et donc, les centres de ressources territoriaux vont avoir 2 volets. Le premier volet, c'est l'accompagnement des professionnels avec peut-être plus de formation, l'analyse de pratique, enfin, amener vraiment les professionnels du domicile à monter en compétences et aussi à leur apporter une meilleure qualité et des conditions de vie, de travail plus favorables. Et puis, c'est aussi imaginer l'accompagnement à domicile de demain, qui va s'appuyer sur des interventions pluriprofessionnelles. Et par exemple, imaginez qu'à la fois, il y aura la visite, donc évidemment l'intervention de l'aide à domicile, les soins infirmiers, mais aussi le kiné, l'orthophoniste, le médecin généraliste, etc., quand il y en a encore. Et donc, voilà. Et l'objectif, là, au niveau du numérique, il y a un véritable enjeu. Ce que je ne sais pas si aujourd'hui on est en capacité de le faire, c'est de pouvoir vraiment assurer une bonne coordination du parcours de soins de l'usager à domicile et de faire en sorte que sur un territoire, sur le Sicoval, on a environ 2500 personnes qui ont plus de 80 ans. Comment on va faire si une majorité d'entre eux sont à domicile ? Coordonner les soins et faire en sorte que ces personnes aient à la fois la lisibilité de tous les professionnels qui vont intervenir chez eux et en même temps que chaque professionnel, avec son outil numérique, puisse interagir. Voilà. Donc ça pose vraiment la question. Pour donner la mesure de l'enjeu, en se rappelant qu'au sein d'un même hôpital, d'un service à l'autre, ils ont déjà du mal à se parler. Comme dans une entreprise, d'un étage à l'autre aussi parfois. Donc ça donne quand même aussi... Effectivement, on n'y est pas. Mais ça donne une idée quand même de l'ampleur de l'ambition. Hélène, vous vouliez... Oui, pour aller dans le même sens, il y a aussi l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire dans l'autre sens, un EHPAD qui serait ouvert grâce à tous ces outils numériques aux usagers d'un quartier qui ne vivraient pas dans cet EHPAD, mais qui pourraient bénéficier de la clim l'été, des animations quotidiennes, de l'accès aux soins, une cabine de téléconsultation, on peut tout imaginer. Mais là, ces outils, ils ont toute leur place justement dans cet EHPAD hors les murs, en attendant que le modèle se transforme. Et juste pour l'anecdote, nous, on est en train de travailler une maison d'accueil spécialisée, donc c'est les gens les plus handicapés. Et maintenant, on est en train de développer des dispositifs avec des partenaires sur des masses à domicile. Et donc, on intervient au domicile des gens, et au lieu d'être 365 jours par an pendant 55 ou 60 ans dans un établissement médico-social, et puis ils sont chez eux. Et malgré leur très lourd handicap, ils arrivent à avoir une vie de voisins, avec des visites. Et puis, sur un établissement médico-social, vous ne pouvez aller pas manger à la cantine en pyjama. Là, vous avez le droit.
rester en pyjama chez vous si vous en avez envie. Est-ce que vous voulez compléter? Arcade Promotion, notre filière qui fait de la promotion immobilière, enfin, moi, je trouve que ça c'est franchement génial. Enfin, ça fait écho à tout ce que vous disiez. Une personne âgée qui est autonome, qui n'est pas en EHPAD, parce qu'effectivement ça fait rêver personne, et qui est dans son appartement, équipé avec toutes les nouvelles technologies de domotique, de sécurité, détecteurs de mouvement si jamais il chute, de mise en sécurité par rapport à ses proches, la mise à disposition d'aide à domicile également, parce qu'on a des réseaux d'aide à domicile, de téléconsultation médicale. Une personne âgée autonome, c'est vraiment la meilleure chose qu'on souhaite pour nos aînés. Donc, de participer à ça, franchement, c'est très enthousiasmant. Et une petite anecdote qui n'a pas forcément de lien avec le logement, mais je reviens du coup au sujet de l'humain, ça me faisait penser à ce que vous disiez. On a testé d'installer des télécabines médicales dans les zones un peu où il y avait des déserts médicaux. Et on a poussé l'expérience pendant 1 an. On en avait installé 5-6 dans des zones un petit peu ciblées, en accord avec l'ARS, avec les mairies, etc. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que l'être humain, une fois de plus, on revient à l'humain, a besoin de contact avec son médecin, a peur de se confier à cette machine, et ça n'a pas marché. On a retiré les télécabines médicales. Donc l'humain, malgré tout, une fois de plus, est à nouveau au centre de ce dispositif-là. Oui, je voulais rebondir sur ça aussi pour dire que l'humain est au centre parce qu'il y a une dépendance inhérente au grand âge quand même. Un centenaire sur 2 est en EHPAD parce que le grand âge entraîne de toute manière, le grand âge par les centenaires, vraiment une vulnérabilité physique, un empêchement pour faire se nourrir, s'habiller. Donc c'est comme le tout petit enfant, il a besoin d'un tiers. Et là, on revient à l'humain dans ce qu'il a de plus anthropologique, On a vu que le numérique devait être éthique, donc penser à l'humain avant tout. On a vu aussi que le numérique ne remplaçait pas l'humain et qu'il n'y a pas de robots qui vont aider la personne à se lever et à faire sa toilette. Encore heureux. Et là, on aborde en fait un troisième problème qui est: est-ce que le numérique peut aider le personnel humain à prendre soin des personnes en situation de perte d'autonomie? Comment est-ce qu'on peut mobiliser le numérique pour faire face à cet enjeu majeur qui est, vous disiez Estelle, jusqu'à 40% de professionnels absents? Et donc, est-ce que là aussi, il n'y a pas un levier du numérique en santé à activer? Alors là, peut-être, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je crois que votre voisin poser dans le numérique, mais peut-être que Guillaume va me donner des idées. J'ai pas la solution, mais quand on regarde les tâches, il y a des tâches sur lesquelles l'humain a énormément de plus-value. Vous venez de le dire. Il y a des tâches sur lesquelles il n'a absolument pas de plus-value. Faire un compte-rendu de visite lors d'une visite en SAD, dans une voiture à l'arrache, parce qu'on connaît les conditions de travail, avec un ordinateur sur le genou ou un smartphone, on le dicte, on le transcrit par l'IA et on en fait un compte-rendu grâce à l'IA, on a gagné un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, on a gagné plus, on l'a fait en 10 minutes au lieu de le faire en 1 heure. Ça fait une visite de plus, à domicile. Je dis ça, je parle sous les gens qui savent tout ça et qui connaissent tout ça. Moi, je connais rien. Mais vous parlez, est-ce qu'on peut faire une toilette ou lever un malade? Est-ce que la domotique, lever les malades, oui. Faire la toilette, non. Vous voyez ce que c'est? Et c'est là où on a besoin de travailler sur le fait, qu'est-ce qui est une plus-value dans la relation humaine? Dans la relation humaine, qu'est-ce qui n'est pas une plus-value? Les machines, elles vont le faire à notre place. C'est très bien. C'est la mécanisation de l'industrie à un moment donné. Oui, c'est vrai. Hélène, puis Estelle. Ouais. C'est vrai qu'on devrait peut-être être accompagné dans le choix des tâches, nous aider les équipes à bien identifier les tâches qui pourraient être... Mais c'est vrai que l'enjeu de gain de temps, nous à l'hôpital, c'est l'enjeu numéro 1. Gagner 15 minutes, 20 minutes pour tout le monde, c'est précieux pour tout le monde, ça c'est sûr. Il y a ça et la formation quand même, pouvoir avoir accès au contenu quand on veut, sur un temps de récupération. Donc la communication aussi, ce que vous disiez, entre les différents services, tous ces outils, ça pourrait nous aider à une communication de meilleure qualité entre les professionnels. Oui, moi je ne suis pas du tout fâchée avec l'IA. Nous, les chefs, les directeurs, chefs de service, on va tous être formés justement à un outil qui va arriver au Sicoval et qui va nous permettre de rédiger des notes, des rapports en s'appuyant sur l'IA. Sur la santé, j'émets juste des questions. Je ne suis pas fermée non plus, mais je n'ai pas encore toutes les réponses. Effectivement, oui, le compte-rendu vocal qui se transforme à l'écrit, très bien. Où est-ce qu'il va aller? Vers les données de notre éditeur. Et
comment elle est partagée avec les autres professionnels qui interviennent à domicile. Et donc moi aujourd'hui, j'ai un SAD, un SIAD. Sur le SAD, on est encore avec le classeur de liaison papier. Donc là, Guillaume va faire un bond. Mais parce que... Je ne fais pas un bond. Moi, mes établissements médico-sociaux enfants, ils sont encore avec ça aussi. Oui. Mais parce que moi, je n'ai pas encore trouvé toutes les vertus du numérique. Parce que moi, mon classeur papier, là, à domicile, l'aidant peut le consulter, sa famille aussi. Le médecin généraliste, quand il arrive, il consulte le classeur, le kiné aussi, et voir, ils ont la place aussi pour noter des choses. Et le SIAD, là, les agents ont un smartphone, ils font ils écrivent et ils notent finalement ce qu'ils ont fait, dans quel état ils ont trouvé la personne, etc. numériquement. Très bien, ça retourne dans notre base de données, mais c'est pas partagé. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement passer à ce moment-là. Là, on est au milieu du gué, finalement. Ce qui serait super, c'est de pouvoir passer au tout numérique avec de l'IA qui nous permettrait de gagner énormément de temps, mais il faut travailler l'interopérabilité de toutes les solutions numériques. Et quand vous êtes plein de gens qui sont compétents sur le sujet, là. J'en vois au moins un. Quand c'est des services publics, comme en espace santé, est-ce que là, ça répond à votre problématique? Oui, complètement. L'espace santé, c'est un très très bon outil. Nous, on promeut vraiment l'utilisation de l'espace santé avec nos conseillers numériques. On est vraiment dans l'allée vert. On promeut aussi très fortement ICOP. Et là, on intègre l'association Hold Up, justement, de personnes qui sont à la retraite et qui vont aider d'autres personnes à utiliser mon espace santé, aller vers ICOP. Voilà, on essaye de créer au Sicoval un véritable écosystème, notamment avec notre contrat local de santé, de mettre tout le monde autour de la table. On travaille énormément avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Parce que là aussi, tout à l'heure, on parlait de réseau. On voit bien, on est dans la complexité, on est de multiples acteurs autour de la personne âgée, que ce soit dans le sanitaire, le médico-social, et on a besoin de se rencontrer, d'échanger pour être à 360 degrés autour de la personne. La transition est toute trouvée pour vous demander justement en quoi est-ce que vous vous complétez et en quoi, puisque vous représentez chacun un acteur particulier, en quoi vous vous complétez, mais je voudrais juste vérifier, est-ce qu'il y a des questions avant? Vous avez été tellement clair. Oui, bonjour. Alors, je suis Anaïs Weill, je suis cofondatrice d'une start-up qui crée des solutions justement numériques en santé. Et cette idée de classeur de coordination au domicile, on y a pensé, mais c'est pas allé très loin parce que déjà, on a essayé de venir au contact des sociétés de SIAD et personne ne nous répondait. Alors, on s'est dit manque de temps. Mais la deuxième question à laquelle on n'a pas eu de réponse, c'est est-ce que vous achèteriez une solution numérique qui puisse permettre en fait de remplacer ces classeurs? Est-ce que vraiment vous serez client ou est-ce que c'est... Parce que souvent, ça, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'il y a des besoins, mais il y a des solutions techniques, mais voilà, derrière, il n'y a plus de réponse. Belle opportunité pour poser la question, vous avez bien raison. Très très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais que répondez-vous? Bon, déjà, je lui donnerai ma carte de visite pour qu'elle ait au moins une réponse si un jour elle est désespérée. Voilà. En fait, la question, c'est vraiment la problématique de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un mot difficile à dire en fait. Voilà, parce que c'est vrai que le classeur de liaison numérique, des structures le mettent en place. Par exemple, l'HAD, quand ils interviennent à domicile, ils sont hyper à la pointe là-dessus. Ils laissent une tablette à domicile et voilà. Et là, c'est parfait, mais c'est parce que c'est l'HAD qui va coordonner ensuite tous les professionnels de soins autour de l'hospitalisation de la personne. Mais quand une personne a le SAD, le SIAD et tout un tas de services, eh bien, ce n'est pas coordonné de la même manière. Et là, effectivement, le classeur de liaison qui le remplit, qui est chef de projet finalement de tout ce parcours de soins de la personne. Je pense qu'avec le CRT, on aura peut-être des réponses, ce sera peut-être mieux coordonné. Mais là, voilà, je pense qu'on est un petit peu dans un entre-deux. Guillaume. Votre question me fait penser que vous ne connaissez pas notre écosystème.
C'est-à-dire que les établissements médico-sociaux, ils n'achètent rien en fait. Ils ont des financements et qui permettent à un moment donné de trouver des solutions avec des gens comme vous, peut-être, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, avec une réflexion globale pour pouvoir trouver des solutions. C'est ce qu'on essaye de faire dans le tiers-lieu numérique, si la Banque des Territoires nous fait un sourire, quoi. Je crois que c'est ça le sujet, en fait. C'est qu'on ne se connaît pas, en fait. C'est-à-dire que si moi, vous m'appelez pour me dire « Est-ce que vous allez m'acheter un DUI ?» Je vais dire « Non, ça ne passe pas comme ça, en fait. » C'est-à-dire que si vous voulez qu'on réfléchisse à des modalités sur un dossier unique informatisé ensemble, parce que vous avez donné de la plus-value, parce que vous avez réfléchi avec des solutions techniques que les grandes maisons dédiées n'ont pas pensé, oui, là, on est d'accord, on va travailler ensemble. Mais la question, le médico-social, comme la santé en général, mais le médico-social, c'est un écosystème qu'il faut appréhender. Et quand on a travaillé sur le tiers-lieu numérique avec Jérôme Falerne, on s'est aperçu que parfois, les partenaires avec qui on travaillait, des entreprises, des grands industriels, ne connaissaient pas bien notre écosystème. Et c'était la première chose qu'il fallait leur expliquer. C'était comment ça marchait. C'est normal, hein, c'est pas une critique. Et dès qu'ils ont compris, comme ils ont une puissance de travail de feu, ils se sont adaptés et ils ont fait avancer, ils ont poussé les projets. C'est vrai que c'est beaucoup plus... Enfin, la dimension fait que j'ai pas du tout la main sur le choix des logiciels métiers et tout ça, bien sûr. Mais moi, en tant que praticien qui exerce dans l'hôpital, ce que je peux faire, c'est un accompagnement de certaines startups qui viennent vers moi dans des thématiques qui m'intéressent pour faire l'aspect recherche. Faire études de randomisées contrôlées, d'efficacité, de pertinence, de non... Ça m'arrive, hein, notamment certains... Donc je donnerai votre 06. Du coup, les thématiques qui m'intéressent, c'est les aidants, les aidants et puis le monde des EHPAD. Donc. Du coup, on n'a plus le temps, mais je pense que la complémentarité entre vous, elle était évidente. Et je vous en remercie beaucoup. Et les quelques secondes, je vais vous demander de les applaudir. Merci beaucoup.